commencer, on va écoutez, bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous retrouver ce soir dans ce webinaire. Alors moi, je m'appelle Soraya, je suis la responsable des relations patientes chez VIC. Alors VIC, c'est une application gratuite qui est là pour aider toutes les personnes qui vivent avec le myélomultiple. Donc c'est VIC myélomultiple, les patients, les proches. Et aujourd'hui, il était très très important pour nous de parler de ce sujet, la fatigue et le myélomultiple. Parce qu'on sait que beaucoup de patients sont concernés par cette fatigue, que ce soit en rémission, que ce soit une fatigue qui est causée par le myélome, par les traitements, par les carences. Plusieurs causes sont possibles, en tout cas, à cette extrême fatigue. Mais une chose est sûre, en général, les experts s'accordent à dire qu'il y a deux choses qui font vraiment du bien quand on vit avec une fatigue extrême. C'est l'activité physique adaptée, ce qu'on appelle l'APA, et la gestion du stress, notamment la fatigue psychique. Et aujourd'hui, je suis très, très heureuse d'accueillir des intervenants, mais vraiment de choix, de la crème pour parler de ce sujet. Alors voilà, je vais vous présenter les uns après les autres. Donc, je suis très, très heureuse d'avoir Éléonore. Éléonore, vous êtes atteinte d'un cancer gynécologique et vous êtes fondatrice de l'association Lymphosport. Vous pourrez nous proposer durant ce webinaire des petits exercices spécialement adaptés pour les personnes qui vivent avec un cancer, par exemple le myélomultiple, qui pourront vous aider à mieux gérer cette fatigue. Et puis Anne Delmont d'Aventure, voilà, pareil, la crème de la crème, patiente qui vit avec le myélomultiple et membre très actif de l'association AF3M. Voilà, on discutera, vous nous partagerez votre retour d'expérience, vos petits conseils. Et enfin, Giacomo, les hommes à la fin. Oncologue, vraiment pareil, encore de premier choix. Vous partagerez des conseils très, très utiles pour mieux gérer la fatigue psychique. Parce qu'on verra, fatigue physique et fatigue psychique, c'est vraiment, vraiment relié. Donc, c'est très, très important d'y faire attention. Je vais commencer, juste avant de rentrer dans le cœur du sujet de la fatigue et du myélomultiple, je vais commencer par un sujet qui est quand même important quand on parle de cancer, de myélomultiple. Et je vais m'adresser à vous, Anne, en premier. Quand on nous annonce un myélomultiple, à quoi on doit s'attendre et quelles sont les choses que vous auriez aimé savoir vous-même avant, si ça avait été possible? Alors, déjà, comme toute annonce d'un cancer, c'est toujours un petit peu particulier et le moment à digérer n'est pas toujours évident selon la personnalité des gens. Moi, ma chance, c'est que mon hématologue, d'abord, c'est passé par une généraliste, mais après confirmation du diagnostic, après une hématologue, je ne me souviens pas tout, mais j'ai restitué à ma famille que le traitement, on trouverait une solution. Donc, en fait, je suis partie là-dessus en me laissant porter par… il y avait un problème et il y avait une solution. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de malades qui se posent la question du pourquoi moi et qu'est-ce que j'ai fait pour. Moi, alors, je suis moitié vietnamienne, donc peut-être que c'était un peu plus… je prends comme ça vient et je me suis laissée porter par le traitement et de savoir qu'il y a plein de solutions de traitement aujourd'hui et que la recherche marche très bien. C'est vrai qu'on me l'a pas dit. J'ai pas eu vraiment, on nous pose la question de savoir si on a le choix des solutions de traitement. Première chose, le myélome est une maladie rare, qu'on dit incurable au sens qu'on n'en guérit pas. Mais la recherche a beaucoup avancé depuis 10-12 ans, où il y a beaucoup de solutions thérapeutiques et 3 classes de médicaments. Donc, du coup, je pense qu'on peut être optimiste et je pense que c'est ça qui doit être annoncé assez rapidement sur le fait qu'avant, il y a une dizaine d'années, c'était un diagnostic de mort annoncée comme pas mal de cancers. Aujourd'hui, on n'en guérit pas, mais on arrive à contrôler la maladie. Donc, je trouve qu'on peut rester optimiste. Même s'il y a des versions de la maladie plus agressives, comme dans tout cancer, il y a le pas de bol. Mais ça, c'est les statistiques de la médecine. On le sait aujourd'hui, en plus, avec toutes les émissions sur le Covid. Mais voilà, donc… cette possibilité que c'est pas la fin, qu'il y a des solutions. Alors effectivement, on n'aborde pas du tout après
toutes les conséquences et les effets secondaires. Et puis, c'est une maladie qui touche beaucoup de personnes plus âgées, souvent à la retraite. Et c'est vrai que cette notion de dans quel état je serai et le retour au travail n'est pas abordée. Et la fatigue, qui est quelque chose de constant dans tous les cancers, est très peu abordée. Alors, sans parler des effets secondaires, des traitements, ça, c'est le loto aussi. Moi, j'ai la chance, c'est pour ça que je peux sourire, d'avoir très peu d'effets secondaires ou ponctuels, donc qui ne gênent pas complètement ma vie. Mais voilà, de garder de l'optimisme, qu'il y a des solutions et qu'on peut s'adapter. Ce que pourra aussi nous dire Éléonore, il y a des solutions pour se rendre la vie plus simple, mais il y a peut-être effectivement d'abord une digestion de cette annonce qui n'est pas toujours évidente, et il ne faut pas hésiter à se faire aider par son entourage ou par des professionnels. Merci Anne, merci, c'était très inspirant. Donc voilà, vous auriez aimé qu'on vous dise il y a des solutions en fait, c'est pas forcément un diagnostic aussi fatal rapidement. Il y a des solutions, il y a des personnes qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider. Donc voilà, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'espoir. Éléonore, vous aussi, vous êtes patiente, hein, vous ne vivez pas avec le myélome multiple, mais vous êtes aussi patiente. Et l'annonce, c'est quand même un moment qui est toujours, très, très riche en émotions, comme a pu le dire Anne. Est-ce que de votre côté, il y a des choses que vous auriez aimé savoir au tout début? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de partager avec les personnes qui nous regardent? Alors, déjà, moi, la bonne nouvelle, c'est que je suis guérie de mon cancer, petite rectification. En revanche, j'ai eu des séquelles qui se sont transformées en maladie, en pathologie chronique. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? Premièrement, que l'activité physique, il fallait la commencer même avant les traitements. Ça, c'était hyper important. Il y a quelques années, on en parlait moins que maintenant. Donc, de continuer une activité physique même avant les chimios, les chirurgies, radiothérapies, etc. De continuer l'activité physique pendant les traitements et après les traitements. C'est hyper important pour éviter un déconditionnement physique. Alors, je l'avais fait un peu par moi-même, mais j'aurais pu faire un peu plus si on m'avait dit toute l'importance que ça avait. Deuxièmement, de rejoindre une association de patients. À l'époque, moi, je souffrais d'un cancer gynécologique. Là, Anne, elle est bien placée pour vous en parler, des associations de patients. Et il n'y avait pas encore d'association de patients pour les cancers gynécologiques. Donc, moi, je me suis retrouvée un petit peu seule et j'aurais aimé pouvoir échanger, m'informer davantage sur les traitements, sur les effets secondaires, faire partie d'un groupe de parole, être davantage accompagnée. Donc ça, c'est des choses qui maintenant sont à disposition des patientes et il ne faut surtout pas s'en passer, que ce soit via les réseaux sociaux ou des groupes de parole virtuels ou quand nous aurons le droit en présentiel. Dernière chose, j'aurais aimé qu'on puisse, j'aimerais bien que toutes les patientes qui sont, ou les patients qui sont actuellement traités par un myélome puissent avoir accès aux soins de support. Les soins de support, c'est quelque chose qui peuvent améliorer la qualité de vie des patients. Alors, la psycho-oncologie, le Giacomo, est un soutien pour les patients, que ce soit de la nutrition, l'activité physique, la lutte contre la douleur. Pourquoi pas un dernier point aussi qui peut être couvert par les soins de support. Par exemple, on ne m'avait pas du tout dit que la sexualité allait être impactée par la fatigue et les traitements. Donc ça, je pense que c'est un point qui est hyper important à aborder en amont avec les patients pour les préparer. Il y a des choses à faire et on peut avoir des consultations spécialisées avec une infirmière formée ou un médecin formé à ce sujet. Et puis, dernièrement, il faut absolument expliquer aux patients qu'on met du temps. On met du temps à récupérer des traitements. On peut même avoir des toxicités à moyen ou long terme ou des effets secondaires qui resteront. Et ça, c'est une vie différente après les traitements ou pendant les traitements, mais il faut juste pouvoir s'y préparer mentalement et ça, c'est important. Voilà. D'accord. Donc, là aussi, c'était hyper intéressant, Éléonore, tout ce que vous avez dit. Comme quoi, vous auriez aimé qu'on vous dise, voilà, en fait, de continuer à pratiquer une activité physique, non seulement avant les traitements, mais pendant les traitements. Et on le verra un petit peu plus tard dans le webinaire, qu'en fait, activité physique, ça ne veut pas dire le sport, c'est pas pareil, ça peut être des toutes petites choses. Vous nous donnerez des petites astuces à la fin du webinaire et vous partagerez combien c'est important pour vous. Et aussi, comme vous avez parlé de préparation,
notamment préparation mentale. Alors, je vois bien tous vos commentaires sur les côtés et toutes vos questions. Merci, continuez, ça fait trop plaisir. On pourra y répondre au fur et à mesure. Et notamment à la fin du webinaire, il y aura un moment pour les questions-réponses. On en prendra quelques-unes. Et pour toutes celles qu'on n'aura pas eu le temps de répondre ici dans le webinaire, ne vous en faites pas, on y répondra, que ce soit sur l'application VIC, que ce soit au travers de nos réseaux sociaux, de nos applications. Ne vous en faites pas, tout est noté et on répondra aux questions. Donc, Giacomo, pour toujours sur ce sujet du début quand même, on nous annonce un cancer, un myélome multiple. On a eu le témoignage d'Anne qui nous a dit « j'aurais aimé un peu plus d'optimisme, qu'on me parle des solutions, qu'on me parle du soutien ». On a eu aussi Éléonore qui est intervenue. Est-ce que d'un point de vue, de votre point de vue de professionnel, comment on fait pour se préparer à ce qui nous attend psychologiquement? Comment on fait pour accepter aussi quelque part une telle annonce en fait? C'est-à-dire que quand on nous fait une annonce comme ça, qui vient marquer une rupture dans la continuité de notre vie, j'ai envie de dire, rien ne nous avait préparé à ça. Donc on se retrouve avec un pack rempli de points d'interrogation. D'ailleurs, je trouve que s'il y a dans les choses à retenir, il y a toutes ces questions qui viennent après et même plus tard. Les noter, et puis les poser aux soignants, aux médecins, aux infirmiers, parce que tant que ça reste dans la tête, ça crée un flou global qui n'est pas très rassurant. Mais à chaque petite question, même les toutes petites, celles qui ont l'air toutes petites, qui peuvent donner l'impression d'être insignifiantes, mais en fait, il n'y a pas de question insignifiante, parce que si c'est important pour une personne, alors ça prend le devant. Donc, il faut noter les questions, les poser. Si les médecins ne savent pas y répondre, il faut continuer de les poser à d'autres personnes. Et puis remplir comme ça les zones d'ombre avec des réponses petit à petit, parce que au fur et à mesure du temps, c'est tout à fait possible d'avoir des réponses. Même si, après une annonce diagnostique, il y a quelque chose qui se passe dans la tête pour chacun, c'est cette prise de conscience qu'on ne peut pas contrôler les événements. On ne peut pas contrôler les événements, et ça, c'est ce qui moi, je travaille depuis une quinzaine d'années avec les personnes à qui on annonce qu'elles ont un cancer, et en fait, ces personnes-là, d'une certaine façon, se retrouvent plus lucides que les autres, parce que elles ont ce degré de réalité en plus, à savoir qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Et qu'il y a toujours un gros point d'interrogation. En revanche, là où on a du contrôle, c'est sur ce qu'on pense des événements. Et Anne disait tout à l'heure que son choix, et je trouve ça très intéressant, parce que il y a aussi comment nous, on va s'inscrire dans la communication avec notre entourage proche. Anne a choisi de dire à son entourage qu'il y avait des solutions. Et donc, on voit bien que là, il y a un mouvement de l'esprit, parce que il y a plusieurs attitudes qu'on peut adopter après une annonce diagnostique. On peut se dire, c'est plié, il n'y a rien à faire, c'est foutu, etc. Bon, c'est une attitude, ça peut durer un temps, mais ce qui compte, en effet, c'est de savoir comment on va l'épuiser, la ressource, pour se dire, mais en fait, même si la question de la maladie chronique, de la mort, tout ça arrive dans l'équation, mais en fait, elle était déjà là avant l'annonce diagnostique. Ces questions-là étaient déjà là avant. Donc, comment on va réussir à puiser des ressources pour cultiver une forme d'optimisme? Parce que c'est vrai que finalement, ça, c'est notre libre arbitre. Il se situe exactement là. On ne choisit pas les événements, mais on choisit de cultiver une forme d'optimisme, même quand on nous a dit des choses très lourdes. Et ça peut se travailler. Et c'est une forme de mouvement de l'esprit aussi. C'est-à-dire que je comprends tout à fait pourquoi il faut se mettre en mouvement son corps. Mais en effet, comme tu disais tout à l'heure, Soraya, il y a un lien qui est très fort entre le corps et l'esprit, difficile à délimiter. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un sport mental qui se met en route après, c'est
de savoir comment on va trouver les ressources pour cultiver cet optimisme, parce que finalement, tant qu'on est en vie, c'est possible. Et j'avais encore un patient ce matin qui m'a dit, moi j'aime beaucoup les métaphores, et j'ai encore un patient ce matin qui m'a dit, et c'est lui, c'est ses mots, et je trouve ça brillant, parce que finalement, c'est ces gens qui m'apprennent tout. Et il m'a dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et l'espoir fait vivre. Alors moi, j'ai trouvé que ces deux phrases-là, ça peut mettre les choses dans un cercle vertueux si on arrive à les cultiver et à se dire, bah oui, en effet, dans nos vies, en général, on pense toujours à ce qu'on va faire demain, à ce qu'on va faire la semaine prochaine, à ce qu'on va faire dans 6 mois, mais tout ce temps qu'on est, rien ne garantit que ça va se produire. Donc, comment on fait pour cultiver ce qui se passe maintenant et puis réussir à se projeter, évidemment, parce que les projets, c'est aussi la vie, quoi. Donc, ces choses-là, c'est important d'essayer de les maintenir. Et Léonore parlait des soins de support. Il y a quelque chose de très important, en effet, avec les soins de support, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance quelle technique va faire du bien à quelle personne. Et je pense qu'il faut toujours cultiver aussi une façon de rester ouvert à toutes les possibilités. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui vont contourner les effets secondaires de tel traitement avec de l'acupuncture, par exemple. Et chez ces personnes-là, ça marche très bien. Et puis chez d'autres, ça ne marche pas du tout. Mais ces personnes-là vont faire, par exemple, du yoga. Et le yoga, chez ces personnes-là, ça marche très bien. Alors, il ne faut pas hésiter à essayer différentes choses parce qu'au final, on va réussir à trouver un équilibre et quelque chose qui fonctionne avec nous et avec ce qu'on est, quoi. C'est super beau tout ce que vous avez dit, Giacomo. Je trouve que c'est hyper inspirant. Je suis tellement d'accord, en fait. Voilà, le truc qui est le super conseil hyper important. Si vous êtes patient, notez. Essayez d'avoir un carnet, notez toutes les questions que vous vous posez quand vous vous les posez. Parce que ensuite, quand on arrive chez le médecin et qu'il faut attendre des mois pour avoir un rendez-vous, on oublie en fait les questions. Elles reviennent juste après. Donc franchement, un petit carnet pour noter toutes les questions au fur et à mesure. Super conseil, merci beaucoup. Oui, et puis juste pour ajouter une chose par rapport au fait de noter les questions, il y a un truc très particulier qui se passe dans la tête, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, finalement, quand c'est dans notre tête, on n'a pas besoin de le noter. Mais quand on a 35 questions dans la tête qui se mélangent les unes avec les autres, en fait, ça génère de l'angoisse aussi. Et le fait de les coucher sur du papier, c'est un petit peu comme, vous savez, aller voir un psy, finalement, c'est mettre en mots quelque chose qui est très embrumé dans notre tête et on mésestime la capacité de choisir tel mot plutôt qu'un autre pour exprimer ce qu'on ressent, etc. On a l'impression que les autres sont au courant, mais en fait, les autres ne sont jamais dans notre tête. Et quand on arrive à mettre en mots ces questions, etc., une fois qu'elles sont dans un carnet ou sur une feuille, elles sont un peu moins dans notre tête, finalement. Et on récupère un peu de la place et pour pouvoir faire ce qu'on a prévu de faire, quoi, c'est-à-dire continuer de vivre. Mais tellement d'accord. Donc, vraiment trouver une façon d'évacuer, que ce soit donc à travers un cahier pour écrire. Mais là, je vois aussi Nadège qui pratique le Reiki, le Qigong. En fait, voilà, essayez plein de choses. Trouvez les choses qui vous donnent de l'énergie, qui vous font du bien. Pour trouver les choses qui font du bien, il faut en essayer plusieurs. Hein. Et est-ce que la danse, ça me fait du bien? Est-ce que le yoga, ça me correspond? Oui, non. Essayez les choses. En tout cas, c'était hyper inspirant. Merci beaucoup à vous trois et merci à tous pour tous vos commentaires et vos questions. On y reviendra. Et puis, en tout cas, pour les questions qui n'ont pas trop à voir avec le thème maintenant, donc la fatigue et le myélomultiple, pour tout ce qui est un peu plus technique, on va dire, ou alors administratif, n'hésitez pas à les poser soit à Vic, myélomultiple, du coup, soit à s'adresser aussi à l'association AF3M, qui est aussi notre association partenaire. Et du coup, on va rentrer un peu plus dans le sujet, maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'annonce. Si on veut parler vraiment du sujet de la fatigue et du myélomultiple, Anne, je vais encore une fois m'adresser à vous, parce que vous êtes passée par là. Est-ce qu'il y a des conseils, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de partager avec les personnes qui nous regardent aujourd'hui, des choses qui ont fonctionné pour vous, qui vous ont aidé à mieux gérer votre fatigue? Déjà, est-ce que vous voulez nous parler de la fatigue? Comment vous l'avez vécu? À quel moment
comment elle vous a quelque part peut-être handicapé dans la vie quotidienne. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont marché pour vous ou alors que vous avez entendu au sein de l'association, parce que vous êtes quand même très active dans la F3E, donc peut-être des choses qui ont marché pour d'autres personnes que vous voulez partager avec aujourd'hui toutes les personnes qui vont bien. Alors, déjà, c'est vrai que la fatigue, en plus, moi, je suis en rechute. Donc, en fait, il y a le cumul des traitements qui fait quand même que le corps accuse un peu. J'ai eu 2 grosses chimios avec 2 autogreffes et là, je suis toute fière, mes cheveux repoussent. Donc, on sent quand même que le corps, il a pris quand même une claque et tout, etc. Je pense que le plus difficile, c'est d'abord d'accepter effectivement la maladie et après de faire le mot atroce, de faire du deuil de peut-être sa condition physique d'avant. Ce que je dis, c'est que sauf si on était culturiste, on récupère à 100%, mais effectivement, on récupère pas tout et ça prend un peu plus de temps qu'on ne le croit. En plus, cette maladie, elle touche beaucoup plus de personnes âgées. La moyenne, c'est 70 ans chez les hommes et 74 ans chez les femmes. Donc, du coup, j'ai découvert que j'étais jeune. Et donc, du coup, là, il y a justement Karine qui est présente, qui est assez jeune, qui ne comprenait pas de pas récupérer tout son état physique, d'être capable de retravailler absolument derrière et tout, etc. Je pense que ce que ça apprend, c'est, quelle que soit la maladie, c'est écouter son corps. C'est déjà première chose. Parce qu'on a tendance à vouloir le pousser. Il y a les on-dit qui disent « faut faire ci, faut faire ça, faut faire ça. Sors de ton canapé, bouge-toi ». Moi, j'ai fait le truc et j'ai poussé le curseur trop loin et je l'ai payé après. Donc, je dis, il faut s'écouter. Comme je dis, il faut se scanner un peu le matin. Il faut se faire un planning peut-être un petit peu plus allégé ou en tout cas les premiers mois beaucoup moins ambitieux que, entre guillemets, avant. Parce que on se rend compte que moi, je me suis rendu compte très vite que le cerveau consommait une énergie de dingue. Ouais. Donc, les 3 premiers mois de retour au travail, en temps partiel thérapeutique, 50%, je n'ai pas vu mes soirées et le week-end, j'étais rien du tout. Parce que le cerveau consommait déjà tout de ma concentration. Donc, il y a aussi ça, on croit qu'on peut reprendre tout de suite. Il faut quand même se calmer un petit peu, s'écouter et puis se mettre des objectifs moyen terme, pas vouloir tout faire, lâcher un peu le truc et puis après, on s'adapte. C'est vrai que je peux plus faire tout à fait les mêmes choses, mais j'ai jamais été une super méga sportive. Mais ça m'empêche pas de faire des choses, de ménager des périodes de repos. Chez nous, la marche beaucoup pour la douleur. On a beaucoup de gens qui ont des douleurs parce que le myélome a donc un impact osseux. Et il y en a beaucoup qui, simplement en marchant, sont déjà un petit peu plus soulagés. C'est pas une question de quelqu'un posé, je fais 1 heure de marche, etc., de quantité. C'est en fonction de soi et de ce qu'on est capable de faire, sans pousser, encore une fois, le curseur trop loin, parce que tout simplement, j'ai voulu réacquérir mes droits sécu, j'ai retravaillé 12 mois consécutifs et la tête a pété. Donc j'ai arrêté de travailler sous antidépresseurs. Donc voilà, vouloir pousser physiquement, ça n'a pas que des avantages. L'entourage peut dire fais ci, fais ça. Je crois qu'il faut aussi beaucoup dialoguer avec l'entourage qui est un grand soutien, mais qui ne comprend pas ce que c'est que la fatigue. Moi, je dis je suis fatiguée de l'intérieur. Les gens ne comprennent pas vraiment, c'est-à-dire qu'on a beau se reposer, on est toujours fatigué. Je cite toujours un exemple pour l'association, j'ai fait 10 heures, 17 heures derrière un bureau, et derrière, j'ai dormi 17 heures. C'est mon corps qui décide. Voilà, donc je suis une grosse dormeuse, c'est connu, mais on voit bien que, voilà, c'est très difficile d'apprendre où mettre le curseur. Par contre, ce que je transmets, encore une fois, une image positive, c'est que ma vie est meilleure aujourd'hui. J'ai chassé tout ce qui semblait être prioritaire avant et beaucoup moins important aujourd'hui. Comme je dis, j'ai chassé les cons. Je n'ai plus assez d'énergie pour lutter contre les personnes négatives. Celles qui disent « Oh là là, oh non mais, ah oui, non mais c'est grave, mais… » Et puis je connais un tel qui est mort. Non, c'est pas ça. J'ai besoin de personnes qui soient normales, qui me racontent leur vie. Et puis comme disait Giacomo, il y a aussi l'intellect. C'est-à-dire que si je vais bien, si j'ai le moral, je vais faire 10 fois plus de choses, même si après mon corps va me dire « Poup, 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 c'est moi qui décide. » Mais la motivation et c'est pour ça que il y en a qui demandaient est-ce que je fais tel truc ou tel autre sport. Il faut trouver celui qui s'adapte à nous et qui nous fait plaisir. Je crois que la passion emporte tout. On a des témoignages sur notre chaîne YouTube où il y a quelqu'un qui a refait du cheval parce que c'était son truc. Donc c'est pas forcément recommandé quand on a des problèmes osseux,
mais ou la natation ou des choses comme ça. Mais on peut tout faire. Il faut trouver son truc. Bon, moi, ça passe beaucoup par l'informatique, donc c'est un tout petit peu moins sportif, mais voilà, ça fait travailler ma tête quand même. Et puis bon, je fais quand même des petites folies à côté. Et puis, alors, vous êtes dans le secret des dieux. On parlait fromage avec Giacomo en attendant que tout le monde se connecte. Voilà, ma passion, c'est le fromage. Je suis française et ça, voilà, c'est mon plaisir et voilà, c'est écouter son corps et se faire plaisir. Je crois que c'est ça et tout le reste suivra. Super beau, Anne. Franchement, là, il y avait plein de belles choses aussi. Donc, écouter son corps, c'est hyper important parce que, en fait, une activité physique qui va être adaptée, pour moi, ne le sera pas pour vous, ne le sera pas pour une troisième personne. Donc, chacun fait ce qu'il peut. En même temps, vous parliez aussi, Anne, vraiment de l'importance. Moi, ce qui est ressorti aussi, c'est l'importance du côté mental et du côté psychologique, à quel point, voilà, Giacomo, on en parlera tout à l'heure, le mental peut vraiment influer le physique et vice-versa. Et puis, voilà, continuer les passions, les projets, ce qui fait du bien. Vous, le fromage, l'informatique. Je ne sais pas, ceux qui nous regardent, quels sont vos fromages et vos informatiques, mais oui, les passions. Donc, plein de choses hyper intéressantes. Éléonore, est-ce qu'on pourrait parler justement de l'APA, l'activité physique adaptée? Déjà, c'est quoi exactement? Est-ce qu'on peut se le faire prescrire par notre médecin, si jamais? Et puis, comment on trouve son activité physique adaptée à soi-même, en fait? Et comment on arrive, comme Anne disait, c'est dur parfois de mettre le curseur entre faire des choses quand même, allez, c'est bien, je sais que pour moi, c'est bien si je fais ça, mais je suis crevée, j'ai pas envie, j'ai envie. Voilà, comment on arrive à trouver ce juste milieu, en fait? Alors, déjà, il faut dire que la fatigue, je connais un petit peu moins bien le myélome, mais la fatigue, c'est le premier symptôme que vont ressentir les patients qui sont atteints d'un cancer. Entre 20 et 100% et 80, on va dire, entre 20 et 90% des patients qui ont un cancer, la première chose qu'ils vont dire, c'est que je suis fatiguée. C'est le premier symptôme, même avant de commencer les traitements. Et c'est la dernière chose qui va disparaître une fois qu'on aura fini les traitements. Donc, c'est pas une vue de l'esprit. Quand Anne disait ma famille ne comprend pas que je sois fatiguée, c'est pas seulement psychique, hein, c'est vraiment physique. Et puis, cette fatigue, elle peut perdurer jusqu'à 5 et 10 ans après la fin des traitements, donc c'est assez conséquent. Pour lutter contre la fatigue, l'activité physique adaptée, ou l'activité physique, on va dire, c'est très important parce qu'il y a plein d'analyses qui ont été faites par des chercheurs, hein, même des méta-analyses partout dans le monde, et qui ont montré que l'activité physique, c'était la première thérapeutique non médicamenteuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vitamines miracles qui vont permettre de chasser cette fatigue. Et l'activité physique, c'est la chose qui va permettre de diminuer cette sensation de fatigue. L'activité physique, ça a été prouvé et c'est pour ça que maintenant, dans les centres d'oncologie, on a des cours d'activité physique adaptée. C'est la première chose qui est validée en oncologie. La pratique, alors ce que j'ai envie de dire aux gens qui ont un myélome, c'est surtout commencer une activité physique si vous n'en faisiez pas avant. Continuez-la pendant les traitements et après les traitements. Ça permet de réduire de façon assez significative la fatigue pendant et après les traitements. Alors, on parle d'activité physique, mais c'est quoi? J'ai surtout envie de dire, le sport, on se l'enlève de la tête. Parce que le sport, il y a une notion de compétition. Et ça, une notion de compétition et de normes techniques, on n'en a rien à faire là. Ce qui est important, c'est de bouger son corps. L'activité physique, c'est à partir du moment où il y a une contraction musculaire et qu'il y a une dépense énergétique. Je suis sédentaire sur ma chaise, je ne parle pas, je ne dépense pas d'énergie, je n'ai pas d'activité physique. Je marche, je fais du jardinage et je marche. Et je ne vous ai pas dit l'allure de la marche. Je fais de la marche, du jardinage, je nettoie mes carreaux à la maison, je passe mon aspirateur, je vais acheter ma baguette de pain, je mets un coup de peinture sur ma porte d'entrée. Je marche à côté de mon petit-fils qui fait du vélo. Tout ça, c'est de l'activité physique. Votre corps est en mouvement, il y a une contraction musculaire et vous allez brûler de l'énergie. Donc ça, c'est déjà énorme. Déjà énorme. Il ne faut surtout pas culpabiliser les patients en leur disant « faites du sport, allez-y, vite, il faut souffler, il faut suer ». C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Et l'activité physique adaptée, c'est une activité physique
qui va être avec des mouvements qui vont être particulièrement adaptés ou une intensité qui va être particulièrement adaptée au type de cancer ou au type de localisation de cancer que vous avez. Donc, on va dire que c'est un cours qui va être confié à quelqu'un qui est formé à la prise en charge des patients avec une pathologie cancéreuse. Et après, avec un petit peu d'expérience, quand on est patient, on peut soi-même adapter ses séances. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à des patients qui sont atteints d'un myélome? Eh bien, c'est plutôt, comme le disait Anne, d'avoir une activité d'une intensité plutôt modérée, c'est-à-dire pas trop rapide. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va marcher. Alors, on peut marcher à 3, 4, 5 km/h si on est un petit peu plus en forme. On peut faire un petit peu de vélo, pourquoi pas du vélo d'appartement. On peut faire… Donc ça, c'est des activités d'aérobie, d'endurance qui vont nous intéresser. Ça, c'est important, 1 à 2 fois par semaine, si on a envie. Parce que plus que faites, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez envie de le faire? Ça, c'est le plus important. Ne vous forcez pas. Donc, une intensité modérée, 1 à 2 fois par semaine d'une activité d'endurance. Et puis aussi, ce qui est important, des activités de renforcement musculaire. Parce que quand on est atteint d'un cancer, on a tendance à perdre de la masse musculaire et perdre de la tonicité. Et ça va nous gêner dans chaque activité de la vie quotidienne. On voit que ça touche des gens qui sont plutôt vers 70, 75 ans, donc qui ont déjà une fonte musculaire qui est due au vieillissement, donc c'est bien réel. Donc cette fonte musculaire qui est déjà existante, il faut qu'on lutte contre ça, parce que sinon on va avoir des problèmes d'équilibre, on ne va plus pouvoir se baisser dans la vie quotidienne, en plus de la fatigue due au traitement et à la maladie, je vais laisser tomber mon sac, je ne pourrai pas le ramasser, je vais devoir porter mon pack d'eau, je ne pourrai pas le faire. Donc du renforcement musculaire, je me lève plusieurs fois de ma chaise, je vais peut-être descendre en fente, monter sur les pointes des pieds, je peux monter des escaliers chez moi en me tenant la rampe et puis les descendre plusieurs fois de suite. Si j'ai un cours de gym adapté, de pilates ou de yoga, pourquoi pas? Il y a une dame qui parlait du qigong. On va travailler sur les muscles profonds, sur la respiration. Tout ça, c'est bien. Ce qui est important, c'est de bouger quotidiennement. Ma baguette de pain, je vais l'acheter en marchant. C'est de se mobiliser avec une intensité modérée, c'est-à-dire que je peux parler avec la personne qui est à côté de moi en marchant sans être essoufflée. Voilà. Donc, maintenir une activité physique parce qu'on en a envie, pas se forcer. 2 autres conseils, l'alimentation et l'hydratation, ça c'est important aussi. Donc, l'alimentation, c'est un corollaire de l'activité physique. Donc, on s'alimente avec des petites prises dans la journée, voilà. Et l'activité physique, on séquence aussi. C'est-à-dire, rien ne m'empêche de faire 10 minutes d'activité physique le matin, 10 minutes l'après-midi. En dessous de 10 minutes, ça ne sert à rien. 10-15 minutes le matin, 10-15 minutes l'après-midi, un petit peu de vélo d'appart. Mais j'ai une régularité dans ma semaine ou j'ai une régularité sur le mois. Voilà. Je voudrais juste confirmer, excuse-moi Soraya, c'est que dans mon hôpital, on parle toujours des consultations pour les douleurs. Moi, j'ai eu une consultation pour la fatigue, justement. C'était une HDJ fatigue, donc j'étais dans ma chambre, il y a plusieurs personnes médicales qui sont venues me voir. J'ai eu d'abord plusieurs questionnaires pour détecter si c'était les problèmes dus aux médicaments ou au côté un peu psychique. Donc, le médecin m'a dit, vous, c'est comme ça. J'ai vu une nutritionniste. Et ce qui m'a été prescrit, parce que la question a été posée là-dessus, c'est du kiné pour les 4 membres, justement, pour garder du muscle. Voilà, c'était ça, pour dire qu'en plus, l'hôpital peut même le prescrire. Ouais. Et Soraya parlait du sport sur ordonnance, je n'y avais pas répondu. Ouais. Le sport sur ordonnance, c'est un décret qui permet aux gens qui sont en affection de longue durée, notamment pour des cancers, d'avoir une activité physique du sport sur ordonnance qui est prescrit avec un professionnel du sport sur ordonnance. Donc, vous allez voir soit votre oncologue à l'hôpital, soit votre médecin généraliste. Ce médecin généraliste, vous en discutez avec lui, il peut faire un petit bilan et il va vous orienter vers soit une structure adaptée. Maintenant, il y a des maisons du sport santé dans certaines villes, soit vers une association comme la CAMI. Et là, il y a un éducateur formé à votre prise en charge qui vous fera un bilan pour connaître un petit peu vos effets secondaires, les problématiques que vous avez, pour vous créer une séance adaptée.
D'accord. Super, Éléonore. Est-ce que du coup, ça répond à vos questions là dans le chat? Parce qu'on nous a demandé plusieurs fois où et comment voilà, se faire prescrire du sport adapté. Je crois que oui. Si jamais ce n'était pas clair, n'hésitez pas à reposer voilà, des questions. Mais moi, ça m'a semblé très clair, Éléonore. Donc, voilà, sur le fait qu'en fait, il n'y a pas de ne pas utiliser le mot sport qui peut faire peur. Hein. Il n'y a pas de petits pas. Voilà, juste aller chercher sa baguette de pain à pied. Si on a envie de faire un peu de peinture, de la peinture, des petites choses, mais en fait, ce que j'entends de ce que vous dites, c'est vraiment la régularité et des choses qui font plaisir, qui font du bien, en fait, pas juste au corps, mais aussi à l'esprit. Renforcement musculaire, j'ai entendu ça. Ça aussi, on peut demander aux médecins qui nous prescrivent quelque chose de particulier. Et voilà, donc top. Merci beaucoup, Éléonore. Et puis là, j'ai envie de m'adresser à vous, Giacomo, du coup, pour vraiment la relation entre la fatigue psychique et la fatigue physique, en fait. On a eu pas mal de témoignages là dans le chat, voilà, notamment Bernard qui disait le plus difficile quand on est en rémission totale, c'est de pouvoir distinguer la fatigue comme séquelle ou alors les petits déprimes ou coups mous voilà, qui peuvent démotiver. Est-ce qu'il y a une relation entre la fatigue psychique et la fatigue physique? Comment distinguer ma fatigue, elle vient d'où? Est-ce qu'elle est mentale? Est-ce qu'elle est physique? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut agir à la fois sur le physique et sur le mental et sur le physique? Ce que disaient Anne et Éléonore tout à l'heure, c'est tout à fait édifiant, parce que Anne disait que elle s'est rendu compte que le cerveau, ça consommait de l'énergie. Et c'est vrai qu'en fait, le cerveau consomme beaucoup d'énergie. On ne s'en rend pas compte, mais déjà, habituellement, on pense globalement trop. Mais alors, quand on nous annonce une maladie, on a tendance à penser encore plus. Et en effet, puisque nous parlions de fromage tout à l'heure, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais après une bonne raclette là dans cette période d'hiver, il arrive quand même que parfois on doit aller faire une sieste après, parce qu'on se rend compte que notre estomac, pour digérer, consomme beaucoup d'énergie. Et ben pour le cerveau, c'est pareil. Pour le cerveau, c'est pareil. C'est pour ça que toutes les techniques, je voyais dans le chat tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ont chacune trouvé leur truc. Il y a des personnes, c'est le Qigong, d'autres, c'est le Reiki, d'autres, c'est la sophrologie. En fait, toutes ces techniques-là, aussi, par exemple, comme la sophro, vont apprendre à respirer aussi, à restituer en fait le carburant dont notre cerveau a besoin pour fonctionner correctement, et puis y gagner en discernement, parce que toutes ces pensées qui nous viennent consomment beaucoup d'énergie et nous fatiguent beaucoup. En fait, c'est très simple, hein, notre cerveau, c'est comme un moteur, et penser trop, ça fatigue, tout simplement. Et en plus de nous empêcher de dormir aussi parfois. Donc ça fatigue encore plus, bien évidemment, on peut le comprendre. Il y a quelques petites choses que j'ai notées. Ah oui, alors comme tu disais, Soraya, et puis comme disait aussi Anne et Éléonore, il n'y a pas de petites actions. Ça, c'est clair que dans le mouvement, on a parfois tendance à se fixer la barre trop haut, en se disant il faut que je fasse de… Alors c'est pour ça que l'APA est très importante, effectivement, parce qu'il faut savoir ce qui sera le plus adapté pour nous. Mais en effet, dans un premier temps, même si on n'a pas de consultation d'APA, on peut se dire, tiens, j'ai un étage à monter, qu'est-ce que je fais? Je prends l'ascenseur ou j'essaie de prendre les escaliers? Et même en se tenant à la rambarde, même en montant à son rythme, même si ça doit prendre un peu plus de temps, et même si on est à la bourre pour aller à sa consultation ou ailleurs, hein, je veux dire, on ne monte pas des escaliers que à l'hôpital, hein. Bon, j'avoue, je ne suis pas un grand fan de sport non plus, parce que le côté compétition m'ennuie un petit peu. Je préfère le fromage au sport, on va dire. Mais en effet, je vois Anne qui me valide. Merci Anne. Mais en effet, ce qui se passe quand on monte des escaliers à son rythme et qu'on finit par y arriver, eh bien, c'est que premièrement, on va avoir fait bouger son corps, et il n'y a pas de petites actions. Ce qui compte, c'est pas la quantité. Quand on va quelque part, c'est pas la quantité de chemin parcouru, c'est la distance. Enfin, c'est le sens dans lequel on va. Si je veux aller à Rennes, c'est ce qui compte, c'est pas de partir à 200 km/h en direction de Strasbourg.
bien évidemment. Je peux partir pas après pas vers Rennes et ça aura plus de sens. Et là, en fait, ce qui est intéressant dans le fait de monter un étage à pied, c'est que premièrement, on aura bougé et deuxièmement, on sera fier de soi. Et ça compte beaucoup parce que ce sentiment de confiance a beaucoup à voir dans tout ça. Et en effet, apprendre à être tendre avec soi, c'est aussi quelque chose qui peut nous être apporté. Quand Anne dit ma vie est meilleure aujourd'hui, enfin, moi, je suis. Je rencontre des gens qui me disent ça et je comprends ce que tu dis, Anne, quand tu dis ça, même si je sais qu'il y a des moments durs, même si je sais qu'il y a des moments de souffrance. T'entendre dire ça, c'est une belle victoire, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui, moi, dans mon boulot de psy, restitue tout le sens de ce boulot, en fait. Parce que je me dis, mais en effet, il y a quelque chose qui se passe avec les personnes qui font cette épreuve-là et qui les rend plus lucides que les autres. Et quand je t'entends parler, même si je sais qu'il y a des moments durs, et on le sait tous, quand même, ça, c'est une belle victoire de pouvoir dire une phrase comme celle-là, tu vois. C'est assez magnifique et en fait, c'est pas si rare que ça en fait. En parlant avec les patients qui vivent avec myélomultiples ou d'autres formes de cancer aussi, on se rend compte que finalement c'est pas si rare que ça. Les patients nous disent mais j'ai appris plein de choses, j'ai gagné, comme vous disiez Giacomo, j'ai gagné en lucidité, le sens des priorités. Et en sincérité aussi beaucoup parce que finalement, je crois que c'est important. On le sait tous au fond quelque part, on l'a noté dans nos petits papiers, mais être soi-même. Être soi-même, c'est important pour la vie, je crois. Et les priorités, d'un seul coup, repassent sur le devant de la scène quand on nous annonce ce genre de choses. Et du coup, on les redécouvre et on les vit. Et je crois que faire l'expérience de la sincérité et d'être enfin soi, Anne, avec tes chaussures, par exemple, que j'espère que tu nous montreras un jour. Mais tu vois, on est bien d'accord que tout le monde dans ce monde a envie de sortir dans la rue en s'habillant comme il a envie. Voilà. Et ce qui fait que tu arrives à dire que ta vie est meilleure aujourd'hui qu'avant, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu oses le faire maintenant. Tu vois ? C'est voilà. Très, très beau. J'ai plein de questions dans le chat. Encore une fois, ne vous en faites pas. Si on n'a pas le temps d'y répondre aujourd'hui, on pourra y répondre dans VIC ou via l'association. Mais j'ai quand même une question qui revient pas mal. J'ai peut-être envie de vous la poser, Anne. La question de la mémoire, en fait, pas mal de personnes sont en train de nous dire est-ce que c'est normal, j'oublie des choses, je perds la mémoire. Anne, est-ce que ça vous est arrivé ? Et Giacomo, si jamais il y a des choses à faire pour faire travailler sa mémoire aussi. Voilà, donc, oui, je dis que je m'appelle Dory. Donc voilà, déjà, l'état des lieux. À l'hôpital, pendant la grosse chimio, je disais, vous inquiétez pas, je vous reposerai la question 3 fois parce que j'imprimais pas le nom d'un médicament ou un autre truc. J'ai toujours pris ça à la plaisanterie. Je dis, tant que j'en rigole, c'est que ça va bien. C'est vrai que c'est un constat. Alors, il y a toujours l'angoisse, puisqu'on parle d'Alzheimer et de machin et de perdre des trucs. Moi, je suis convaincue que c'est beaucoup plus lié à la fatigue. C'est-à-dire que les traitements, évidemment, ont un impact sur nos cellules sanguines. Donc, une baisse de globules blancs, de globules rouges. Donc, voilà, on sait que l'anémie, ça fatigue. Donc, moins de globules rouges. Les globules blancs, infection et machin, on est un peu faiblard et on n'est pas en super forme. Donc, je pense que c'est ça qui fait que le cumul, parce que accessoirement, on a plusieurs cures de traitement. Les 3 premières cures, on se dit « Oh, mais moi, la chimio, elle me fait rien, des doigts dans le nez. » Et en fait, on se rend compte qu'avec le temps, c'est un petit peu plus compliqué. Et je me rends compte que c'est justement cette fatigue-là qui fait qu'on perd de la concentration. Donc moi, je le lis vraiment plus à ça. Donc je suis pas vraiment inquiète parce que y a des techniques. Je note tout. Mon cerveau, il est dans mon téléphone ou sur un post-it qui évidemment colle pas bien et qui finit par tomber. Enfin voilà. Donc on trouve des solutions et de temps en temps, je donne pas le bon mot, mais on me comprend. Je dis donc où est le problème? Voilà, parce que la personne en face me reprend. Je dis oh ouais, du moment que tu as compris. Voilà, parfois j'ai la consonance, j'ai la première lettre, j'ai pas l'autre. Mais pour moi,
c'est pas grave, c'est de temps en temps. La fatigue aussi, il y a des douleurs. Moi, je me rends compte que quand je suis fatiguée, j'ai pas vraiment des neuropathies, mais j'ai plus mal aux pieds. Je suis plus sensible des pieds et tout, comme si je marchais sur des galets pieds nus ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut être vigilant, qu'il faut faire, comme disait Léonore, faire un peu d'activité pour conserver du muscle, parce que c'est ça qui aide à résister au traitement. Et puis qui permet de ravoir un peu d'énergie. Bon, il se trouve que là, je cumule aussi avec la thyroïde, donc en ce moment, je suis assez fatiguée. Et puis, vous l'avez entendu, je suis malade, donc je cumule 2 fatigues. Donc là, c'est un petit peu compliqué pour moi de vous montrer mon super dynamisme, mais Oh, ça se voit bien quand même. Normalement, c'est mieux, mais voilà, je pense que, comme disait Giacomo, c'est-à-dire que je dirais quelque part, faut pas se formaliser. Il y a ce petit problème temporaire. Si on se focalise trop dessus, tout d'un coup, c'est l'élément le plus grave de toute notre vie, alors qu'en fait, c'est pas si grave. Je peux pas rester plus d'1 minute et demie debout, vraiment. Donc, je fais mes courses et je me suis acheté un tabouret télescopique. Voilà. Donc, je crâne parce que tout le monde le trouve super bien. Voilà. J'ai trouvé un truc pour contourner. J'ai acheté différentes couleurs parce que, on parlait de mes chaussures. J'aime des chaussures un peu grosses et de toutes les couleurs. Et donc, j'ai assorti mon tabouret à ma tenue vestimentaire. Voilà. Donc, trouver un contournement pour éviter de penser que c'est tragique. Ça l'est absolument pas parce que j'arrive à faire mes courses, j'arrive à me nourrir. Il y a quelqu'un qui disait, je vis toute seule. Oui, je vis toute seule. Donc, il y a quelqu'un qui me disait, comment tu fais? Je dis, oula, ça va. Alors, j'avoue, je ne suis pas la reine du ménage, mais du coup, je fais d'autres choses où je fais, comme je disais, ce qui me fait plaisir. Et la fatigue, je l'oublie, même si effectivement mon corps me le rappelle. Donc c'est pour ça que je dis, le matin, vaut mieux se scanner pour dire, j'avais prévu tout ça. Non, je ferai que 1/3 de ce que j'ai prévu. Merci Anne, c'est super votre témoignage magnifique. Et là, on a aussi Brigitte qui nous dit, oserais-je dire merci au cancer? Donc, voilà, pas mal de belles choses. Là, il nous reste 10 minutes. C'est parfait pour faire 5 petites minutes d'un petit exercice. Pour que vous me voyez. Alors, ce que je voulais aussi dire, c'est que l'activité physique, elle se fait un peu n'importe où. Donc, il n'y a pas besoin de salle de sport. On peut la faire dans un salon, dans sa chambre. Je vais mettre juste ma petite caméra pour vous voyez un petit peu mieux. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Et là, aujourd'hui, vous savez ce qu'on va faire? On va juste s'asseoir. Parce que Anne disait qu'elle avait du mal à rester debout. Donc, on va déjà construire la posture. Est-ce que vous allez bien? On peut le faire, moi je le fais en direct. Donc vous allez vous asseoir, c'est mieux sans chaussures. Vous allez positionner vos jambes légèrement écartées, largeur de bassin. Les pieds sont vraiment déroulés sur le sol. Les orteils sont bien à plat. Vous faites attention à ce que vos genoux ne dépassent pas vos orteils. Et on va vraiment juste fermer les yeux. Là, si on est assis, on n'a pas de risque de perdre l'équilibre. On va laisser les bras ballants. On va enfoncer, c'est juste pour se reconstruire une posture assise. On peut aussi le faire debout. On va enfoncer ses ischions sous les fesses, les os de ses fesses dans sa chaise. On va appuyer ses pieds vraiment de tout son poids sur le sol. On va essayer d'installer une respiration. Inspirez par le nez. Sentez la cage thoracique légèrement gonflée. Expirez par la bouche tranquillement un petit filet d'air. On va, une fois qu'on aura expiré, vraiment amener le nombril contre la colonne vertébrale. Vraiment relâcher les bras, relâcher les épaules, pousser le sommet du crâne vers le plafond de la pièce pour essayer d'aller allonger cette colonne vertébrale. Donc on a toujours cette respiration qui est légère, qui est régulière. Voilà, inspire tout doucement, expire par un petit souffle d'air. Et là, on va vraiment pousser dans les pieds, allonger les bras vers le sol, amener le sommet du crâne vers le plafond de la pièce pour allonger la colonne vertébrale. Et là, maintenant, on va monter les épaules vers les oreilles pour mobiliser ces épaules qui sont quelquefois un peu douloureuses. Et sur l'expiration, on va descendre les bras. Inspire, expire,
Inspire. Expire. Donc, vous voyez, c'est de la mobilisation, hein, juste pour réveiller un peu ce corps qui est fatigué. Et puis maintenant, on va partir dans un autre axe. On va aller inspirer, ouvrir la cage thoracique. Je me mets de biais, comme ça vous me voyez mieux. Ouvrir la cage thoracique, serrer les clavicules, serrer les omoplates vers l'arrière. Expirer, rentrez le sternum, Inspire, ouvrez la cage thoracique, serrez les omoplates à l'arrière. Expire, rentrez le sternum. Encore, inspire, expire, rentrez le sternum, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale, expire, super. On va mobiliser un peu le cou, tout doucement, de droite et de gauche. Inspire, expire. Inspire. Vous continuez à appuyer avec vos pieds dans le sol. Hein. Poussez bien avec vos pieds. Talons, plante de pied, orteils dans le sol. Et je vais vous compliquer un peu les choses. Je vais vous demander de contracter vos cuisses là. Vous contractez vos cuisses. Contractez vos cuisses. Contractez. Contractez. Vous voyez là, on fait du renforcement musculaire. Et pourtant, on est assis. C'est-à-dire que vous allez, pour les patients qui nous écoutent, là, vous allez vraiment pousser dans le sol et essayer de contracter, de tonifier les muscles de vos jambes. Là, vous voyez, je vous montre mes quadriceps. Donc, on va vraiment essayer de tonifier ces cuisses et on va le faire 10 fois de suite. Allez, on y va. 1. Encore. 2. Poussez vos pieds dans le sol et enfoncez vos fessiers dans la chaise. Allez, contracte. Contracte. Encore. Contracte. Contracte. Et en même temps, une consigne un peu de plus, on va amener toujours le sommet de son crâne vers le plafond pour allonger sa colonne vertébrale. Encore. Encore. Contracte. Contracte. On en fait encore 2. Encore. Dernier. Et on relâche. Et là, on va un petit peu relâcher ses jambes comme ça. Donc, vous voyez un exercice comme ça qu'on peut faire assis en regardant la télévision, en écoutant son émission de radio, qu'on peut faire 2, 3, 4 fois dans la journée, après avoir s'être un petit peu échauffé, et bien ça va permettre de ressolliciter les muscles de nos jambes qui sont importants pour se lever de sa chaise sans tomber, sans aide. On va travailler ces quadriceps-là. C'est les muscles aussi qui vont être très importants dans la marche, dans la montée des escaliers. C'est pour garder aussi l'autonomie. C'est très important. Le sport pour le sport, ça n'a aucun intérêt. C'est pour nous aider dans la vie quotidienne et encore plus quand on est atteint par une maladie comme le myélome. Voilà. Trop bien, merci Léonore. C'était top, hein. Vraiment. Il y a Michel qui demande comment s'appelle cette pratique. Alors ça, c'est inspiré en fait du médiété. Le médiété, c'est une activité qui a été créée par la CAMI Sport et Cancer. Vous avez beaucoup de centres en France qui donnent avec des éducateurs de la CAMI dans les principaux hôpitaux des grandes villes françaises. Donc, il faut vous rapprocher de la CAMI Sport et Cancer. Vous trouverez les coordonnées sur Internet et c'est eux qui ont développé cette technique. Mais super. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des ressources en ligne, des petites vidéos comme ça en ligne pour les personnes qui nous regardent, qui peuvent faire ça à la maison. Mais ce serait super. Je voulais aussi rajouter que dans les hôpitaux, il y a des programmes d'éducation thérapeutique qui sont mis en place dans une majorité d'hôpitaux, et ils proposent souvent des ateliers pour répondre aux besoins des patients. Et il y a des ateliers notamment bouger avec la fatigue, bouger avec la douleur, et ça peut être une réponse pour nos patients qui nous regardent aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était vraiment super. Giacomo, on a vu comment faire un petit peu d'activité physique à la maison au quotidien de façon un peu régulière pour mieux vivre avec le myélome multiple. Est-ce qu'il y a des petites activités pareilles pour mieux vivre mentalement la maladie qu'on peut faire au quotidien? On a dit tout à l'heure écrire ses pensées, essayer de trouver quelque chose qui nous passionne. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire quand on a un moment de fatigue psychique? Il n'y a pas de petites actions. Ce que j'adore dans l'exercice que nous a présenté Léonore,
C'est qu'en effet, on n'est pas obligé d'être dans une salle de sport pour faire du sport. Et on n'est pas non plus obligé d'être chez le psy ou dans une salle de méditation pour travailler sur son esprit. Ça, c'est clair. Je pense qu'on peut méditer en faisant la vaisselle, par exemple. Généralement, d'ailleurs, si je dis ça, c'est parce que on parlait tout à l'heure d'attention, concentration et de mémoire. Tout ça, c'est très lié, c'est vrai. Généralement, c'est pas qu'on a un problème de mémoire, mais c'est plutôt qu'on a un problème d'attention, concentration. Parce que tout ça, comme je disais tout à l'heure, eh bien, quand on a une pensée diffuse qui part un peu dans tous les sens, parce qu'on a des angoisses, des questions, des choses comme ça, c'est très difficile de retenir des informations qui nous parviennent. Donc, et du coup, c'est très fatigant. Tout à l'heure, Anne a prononcé le mot scan aussi, et je trouve que c'est très intéressant. C'est un exercice que je fais souvent avec les patients. D'ailleurs, je le fais moi-même en même temps que les patients parce que ça me fait du bien à moi aussi. C'est se recentrer sur maintenant. Parce que notre esprit, comme vous le savez, Flaubert disait le passé nous retient et le futur nous tourmente. Voilà pourquoi le présent nous échappe. Alors que finalement, le présent, c'est pas un truc de New Age, hein, mais c'est la seule chose qui est réelle, puisqu'en fait, c'est maintenant qu'est notre corps, et c'est pas demain, et c'est plus hier. Donc, en effet, faire un scan, c'est très bien, et on ne parle pas forcément de body scan ou de training autogène, ce genre de choses. On parle simplement de prendre 3 grandes respirations en fermant les yeux pour peut-être faire comme une salle de méditation à l'intérieur de soi. Pourquoi pas ? Mais en effet, prendre 3 grandes respirations, c'est d'abord réoxygéner son cerveau parce que ça permet de lui donner le carburant dont il a besoin pour trouver des solutions créatives aux problèmes de la journée, c'est-à-dire les problèmes de maintenant. Les problèmes de demain, laissons-les à demain. Ils arriveront peut-être jamais d'ailleurs. Mais ce qui compte, c'est ce qui se passe maintenant. Et quand on prend 3 grandes respirations, on redonne de l'oxygène à notre cerveau. Et puis, bien du coup, on refait tourner la machine parce que parfois le cerveau, il est en sur-régime dans ces moments-là. C'est magnifique, c'est super. Je veux juste compléter, je parle tout le temps, hein. Moi, j'ai découvert la marche en pleine conscience. C'est-à-dire que j'étais pas complètement méditation et machin, comme on disait, je me croyais, il faut que je m'assoie en tailleur et machin et tout. Non, mais je plaisante. Et en fait, j'ai découvert la méditation, la marche en pleine conscience. Caler sa respiration, on parle de cohérence cardiaque ou de choses comme ça. Caler sa respiration sur la marche et ça m'a fait du bien psychologiquement. C'est ça qui m'a surpris. Et j'ai fait la même chose en marche arrière et je me suis mise à pleurer parce que ça a révélé mes émotions. Donc, il y a bien un lien respiration, corps et psychique, clairement. Il y a un lien très subtil, c'est vrai. Et expérimenter. Parce que je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi à dire, c'est que on peut se dire que c'est peut-être pas pour nous, que par exemple, on va peut-être pas réussir à marcher sur la distance qu'on souhaite parcourir, mais rien ne vaut l'expérience. Et en fait, il y a des choses qui doivent ne pas se passer dans la tête, mais se passer dans la vie. Et par exemple, tu vois, tu as essayé la marche en pleine conscience. Peut-être qu'avant, tu ne te serais pas dit que ça aurait pu t'apporter de l'aide, mais finalement, ça l'a fait. Exactement. C'est magnifique et on a plein de petites recommandations d'applications. Olivier qui recommande Petit Bambou. Voilà, donc on a aussi Morphée de Béatrice. Donc super, merci pour vos commentaires. Je pense que ça va aider beaucoup de monde. On va bientôt clôturer le webinaire. Une dernière question à vous 3. En une phrase, on va commencer par Anne. Qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui vivent avec le myélome multiple ? La vie est belle. C'est vraiment ce qui me vient en premier. J'ai pas réfléchi au truc, mais voilà, profitez de chaque instant, chaque minute. Le lever de soleil, une lumière. Je suis devenue complète. Je l'étais déjà avant, mais assise sur un banc et profiter de la vie. Voilà. Merci, c'est super beau. Éléonore, est-ce que vous voulez… Que vous êtes certainement plus fort que vous ne le pensez. C'est très, très… Qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter à ça ? C'est… Question, ça commence. En effet, je pense qu'il ne faut pas négliger que dans les interrogations, dans les points d'interrogation qui se posent après l'annonce, il y a aussi des belles choses qui se cachent et qu'on ignore. Et que, vous savez, l'annonce, quand elle arrive, c'est une mauvaise surprise. Mais ce que ça nous enseigne, c'est qu'il y a des bonnes surprises aussi. Et il y a des bonnes surprises qui restent à vivre encore et toujours pendant qu'on est en vie, parce que finalement,
tant qu'on est en vie, on n'est pas mort. Et comme dit Isabelle, moi je dis souvent un jour après l'autre. Parce qu'on Oui, dit, c'est oulala, vrai. j'arriverai plus à faire ci, un jour après l'autre. Mais d'ailleurs, en ce moment, c'est ce que les événements actuels sont en train d'enseigner au monde entier. Hein. Oui, en plus. Moi, je pense que les événements actuels, ils sont en train. Enfin, je pense que les personnes, voilà, qui vivent avec myélomultiple ou d'autres cancers sont en train de savoir des choses que nous on découvre en fait aujourd'hui avec les événements. Exactement, j'en suis convaincu. Ouais. On a beaucoup de choses à apprendre. En tout cas, merci énormément à vous tous. Vous avez été très très nombreux, très très actifs. Ça montre qu'il y avait vraiment un besoin. J'espère qu'on pourra continuer de vous aider, que ce soit à travers l'application Vic Myélomultiple, à travers l'association La F3M avec Anne. Et puis, je suis aussi très heureuse de dire qu'on a quand même Éléonore qui écrit maintenant des articles sur Vic, sur Vic Myélomultiple y compris. Et du coup, vous pourrez découvrir déjà l'article sur la marche nordique, pour ceux que ça intéresse, sur notre page Facebook, sur notre Instagram. Et on a aussi Giacomo qui écrit la rubrique psycho. Donc c'est pas fini. C'était un webinar, mais tout le contenu continue. Pas facile à dire. Ouais, c'était pas facile. Non, bien joué. Et voilà, une très très belle soirée à vous tous. Beaucoup de courage et à bientôt. Bisous et bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut Anne, salut Éléonore. Salut. Salut Soraya.